Démarrage au Parlement sénégalais de la procédure pour lever l'immunité de l'opposant Ousmane Sonko. Le député est visé par une plainte pour viol. Au Mali, première réunion à Kidal des partenaires de l'accord de paix d'Alger. Le drapeau malien était hissé à Kidal, une ville sous le contrôle de rébellions à dominante Touareg. Et puis crise politique en Haïti, la police aux trousses des manifestants. Ils dénoncent la poursuite illégale du mandat du président. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bientôt un an que l'Afrique a connu son premier cas de Covid-19. Quel état des lieux peut-on faire de la gestion de la pandémie, surtout à propos des vaccins? La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique fait le point. Suivons ensemble. Au cours de la première année de cette pandémie en Afrique, le nombre de cas signalés a atteint plus de 3,7 millions. Et dans la semaine à venir, le continent devrait passer le cap dévastateur des 100 000 vies, malheureusement perdues à cause de ce virus. Of 100,000 lives sadly lost to this virus. As part of the rolling out of COVAX. Dans le cadre du déploiement du COVAX, il a été possible d'obtenir une partie du vaccin Pfizer pour un certain nombre de pays africains, de sorte que 4 pays sont sur le point de recevoir des livraisons. Ce n'est pas très vaste, mais cela nous permettra d'acquérir l'expérience de l'utilisation de ce vaccin. D'ici la fin de ce mois, nous aurons la liste des utilisations d'urgence du vaccin d'AstraZeneca, dont nous espérons pouvoir fournir 96 millions de doses à terme grâce à la plateforme COVAX. Les partenaires d'un accord de paix jugé crucial pour la stabilisation du Mali en pleine tourmente se sont réunis pour la première fois dans la ville symbole de Kidal afin d'en faire avancer l'application. En siégeant à Kidal, le comité de suivi envoie le message que la souveraineté malienne doit aussi s'appliquer ici alors que les 2/3 de ce vaste pays échappent à l'autorité de l'État central. Les précisions. Fait inédit depuis longtemps. Le drapeau malien a été hissé dans la cour du gouvernorat de Kidal, fief Touareg, où l'État malien n'avait quasiment plus mis les pieds entre mai 2014 et février 2020, après que l'armée en eut été chassée avec de lourdes pertes. Jamais le comité de suivi de l'accord dit d'Alger ne s'était réuni dans cette ville du nord-est du Mali, qui demeure sous le contrôle de l'ancienne rébellion à dominante Touareg depuis sa signature en 2015. La tenue de cette réunion dans une ville comme Kidal est censée matérialiser des progrès sur le plan politique, alors que l'horizon d'une sortie de crise au Sahel demeure très éloigné et que persistent les doutes sur les capacités des États à assumer leurs tâches ainsi que les interrogations sur l'engagement militaire français dans la région. Dans une volonté évidente de manifester le ralliement derrière l'accord, le comité a réuni non seulement les partis signataires, anciens groupes armés rebelles et pro-gouvernementaux et les médiateurs algériens, mais aussi des représentants des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plusieurs ministres maliens et le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mahamad Saleh Anadif. Je veux dire que toute la communauté internationale est solidaire au Mali et est prête à accompagner le Mali dans cette phase nouvelle qui... Le chef de la mission de l'ONU a dit croire à une dynamique qu'il attribue à la médiation internationale, mais aussi aux autorités de transition maliennes mises en place après le putsch d'août 2020 et toujours dominées par les militaires. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, intervenant par visioconférence, a vu tout un symbole dans cette réunion à Kidal, celui d'une dynamique positive observée à ses yeux ces derniers mois.
Je le disais en titre, au Sénégal, les députés ont entamé jeudi la procédure pour lever l'immunité d'Ousmane Sonko, une figure de l'opposition visée par une plainte pour viol qui agite le milieu politique depuis début février. Le dossier a été transmis à la commission des lois. Le bureau de l'Assemblée nationale sénégalaise, réuni jeudi, a transmis le dossier à la commission des lois qui va créer une commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité d'Ousmane Sonko. Cette commission sera mise en place le 15 février selon sa présidente, Diem Mondiaïba. Si la procédure va à son terme, c'est à l'Assemblée réunie en séance plénière qu'il appartiendra de se prononcer sur cette déchéance ou non de l'immunité. Ousmane Sonko, 46 ans, fait l'objet d'une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté de Dakar dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Sauf cas particulier, un parlementaire ne peut être poursuivi pour ces faits sans l'autorisation du Parlement. Le député, arrivé 3e lors de la présidentielle de 2019, nie ces accusations et crie au complot organisé selon lui par le chef de l'État Macky Sall pour ruiner ses projets à la présidentielle de 2024. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place autour du Parlement pour parer à d'éventuelles manifestations de la part des sympathisants du député après des heurts avec les policiers qui se sont produits lundi autour de son domicile et qui ont donné lieu à des dizaines d'interpellations. Mais aucune mobilisation ni incident n'a été rapporté jeudi. L'ambassade des États-Unis au Bénin s'est prononcée sur le processus électoral en cours dans le pays à travers un communiqué de presse en date du 11 février 2021. Elle évoque la réputation que le Bénin a construite en matière de démocratie depuis la conférence de 1990 et dit partager le désir de maintenir ce pilier de la démocratie. Sans prendre parti pour l'un quelconque des protagonistes, l'ambassade appelle à assurer un processus pacifique qui respecte les normes démocratiques. Aussi appelle-t-elle les forces de sécurité à assurer la sécurité du peuple béninois, y compris des candidats et des membres de la société civile, et à exhorter les autorités à respecter le droit constitutionnel de se réunir pacifiquement. Elle tient également à la liberté d'expression et d'opinion, que ce soit en ligne ou dans les médias, et invite à la protéger. Ce journal se poursuit. La situation est toujours confuse en Haïti. D'un côté, le gouvernement qui clame toujours sa légalité. De l'autre, la rue où des manifestants dénoncent une poursuite illégale. Deux mandats, la police, elle, fait la chasse aux manifestants dans les rues. C'est ici, dans les rues haïtiennes, que se joue aussi le bras de fer avec le gouvernement de Jovenel Moïse. Nombreux sont ceux qui réclament son départ parce que désormais illégal pour eux. La police, elle, continue d'obéir au gouvernement dénoncé. Ici à Port-au-Prince, elle fait front aux manifestants. Attention avec la politique en Haïti. Parce que l'administration est nouvelle aujourd'hui, nous prenons acte et nous prenons note de ce qui se passe aux États-Unis avec cette élection qui vient de se passer et nous avons vu toute guerre. Le dossier Haïti doit être traité. Ils ont lancé du gaz, ils ont tiré. Voyez par exemple ce qui est arrivé à cet homme devant la DDO, où même là, il tire et envoie du gaz. 23 personnes dont le juge d'Abrésil avait été arrêté par la police dans la nuit du samedi à dimanche, accusées par les autorités de tentative de coup d'État. Par un arrêté publié dans la nuit de lundi à mardi, le président haïtien Jovenel Moïse veut forcer à la retraite 3 juges, dont d'Abrésil, que l'opposition avait désignés comme potentiels dirigeants intérimaires dans un contexte de bras de fer pour la direction du pays. Plus tôt dans la journée, la police a fait un large usage de grenades lacrymogènes pour disperser les quelques centaines de jeunes qui manifestaient contre le président Jovenel Moïse, qu'ils accusent de prolonger illégalement son mandat présidentiel. Des policiers ont ensuite, à plusieurs reprises, directement ciblé leurs tirs de grenades lacrymogènes contre des journalistes clairement identifiés, dont ceux de l'AFP. Dans un communiqué, l'Association des journalistes haïtiens a appelé les autorités de la police nationale d'Haïti à diligenter une enquête pour identifier les auteurs de ces exactions afin qu'ils répondent
de leurs actes. Les Birmans semblent de plus en plus déterminés à défier les militaires ayant renversé le pouvoir. Malgré la répression, la rue continue de grouiller de manifestants. Au mouvement se joignent désormais les travailleurs de plusieurs secteurs. Les détails. L'un des mots d'ordre de protestation au coup d'État en Birmanie est la désobéissance civile. Un mot d'ordre que se sont appropriés désormais les ingénieurs et les banquiers. Nous devons tous participer au mouvement de désobéissance civile pour mettre un terme au régime militaire, pour qu'il ne puisse pas diriger, pour qu'il ne puisse pas tyranniser le pays. Il est temps pour la police et les soldats de savoir clairement s'ils servent le pays ou s'ils sont putains d'obéissants envers le tyran. Pour une 6e journée de manifestation, tout porte à croire que les mesures de restriction et de répression de l'armée au pouvoir n'effraient plus. À l'international, les voix s'élèvent davantage contre les putschistes. Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi que son administration réduisait l'accès des généraux birmans à $1 milliard de fonds aux États-Unis et allait dévoiler de nouvelles sanctions dans la semaine. L'Union européenne pourrait aussi prendre de nouvelles sanctions, a averti Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne. Elle pourrait viser le chef de l'armée, auteur du putsch et d'autres généraux. Ils font désormais l'objet de mesures de rétorsion depuis les exactions des militaires contre la minorité musulmane Rohingya en 2017. Les puissants conglomérats contrôlés par l'armée pourraient être également ciblés, les sanctions les visant ayant été levées pendant la fragile parenthèse démocratique de 10 ans, refermée brutalement par le coup d'État. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.